La compagnie de distribution A24, c'est une compagnie de distribution qui a vu le jour en 2012 et qui est composée à la base de 3 créateurs. C'est une compagnie de distribution un petit peu particulière parce que c'est une des rares qui a réussi à avoir une espèce d'image de marque, une signature. Du coup, je trouve ça assez intéressant de faire une vidéo sur cette compagnie de distribution, maintenant de production aussi, parce que je trouve qu'elle a une histoire un peu spéciale et puis j'ai pas vu beaucoup de vidéos à ce sujet-là. J'ai vu la vidéo d'une américaine dessus que je vais mettre dans la description parce qu'elle parle de certains points un peu plus en profondeur que moi j'aborde un peu moins. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus ou voir une vidéo où la personne aborde le sujet un petit peu différemment, je me suis un petit peu inspirée de cette vidéo, je vais pas mentir, pour en faire une en français parce que j'ai vu que c'était un sujet qui a pas du tout été traité en France, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse, je me dis que ça pourrait intéresser d'autres gens aussi. Je vais commencer par le début et je vais aller plutôt chronologiquement dans l'histoire des 24, même s'il y a des petits points sur lesquels je vais m'arrêter qui sont pas exactement dans la chronologie. Et puis je vais pas parler de tous les films qu'ils ont distribués parce qu'il y en a beaucoup et il y en a qui ont un peu moins d'importance que d'autres. Je vais essayer de mettre toutes les sources en description si ça vous intéresse parce que même si je parle de pas mal de choses, je pense pas que je parle de tout, même j'en suis sûre. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder tous ces articles et la vidéo de cette fille. J'espère avoir fait un travail de synthétisation assez clair sur ce qui fait que cette compagnie est un peu spéciale, certains points importants de leur histoire et tout. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo et à me dire ce que vous en pensez à la fin. Du coup, je vais commencer par le début et surtout par parler des 3 fondateurs de cette société. Donc il faut savoir que c'était pas des novices dans le monde du cinéma, chacun ils avaient déjà un pied bien ancré dans ce monde-là. Par exemple David Fenkel, il dirigeait la compagnie de distribution indépendante qui s'appelait Oscilloscope avec un ami, Adam Yauch, mais il a quitté cette compagnie de distribution à la mort de ce même ami, créé A24 avec les 2 autres personnes, parce qu'il se voyait plus continuer cette société de distribution Oscilloscope sans son ami. Ensuite on a Daniel Katz, lui il était à la tête du département de production de films dans l'agence d'investissement financier Guggenheim Partners, qui a notamment par exemple produit des films comme The Social Network, la saga Twilight ou encore Zombieland, donc lui il s'y connaissait aussi assez bien. Je sais pas trop comment décrire ce que c'est Guggenheim Partners. Ils ont plein de branches un peu partout, ils investissent, ils récupèrent de l'argent, voilà, c'est juste des apports financiers pour plein de sujets différents, cinéma, des entreprises, un peu tout. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur et que j'ai toutes mes notes et que je connais pas tout par cœur. Donc je suis désolée, j'espère que ça dérange pas trop. Et le dernier, du coup, il s'appelle John Hodges. Lui, il va quitter la compagnie de distribution indépendante Big Beach, où il était à la tête du département de production et de développement encore. Il faut aussi savoir que Fenkel et Katz, ils se connaissaient déjà d'avant, parce qu'ils avaient travaillé ensemble chez Think Film, encore une société de distribution. Mais elle a fait faillite lors de la crise des subprimes en 2008, et ils ont vu le marché du cinéma perdre de sa témérité. Ils avaient peur de perdre de l'argent s'ils investissaient des grosses sommes dans des films moins attrayants au grand public. Du coup, par exemple, les petites sociétés indépendantes des années 90 de distribution ou de production, il y en avait énormément dans les années 90 et elles ont presque toutes fermé à cause de cette crise des subprimes parce qu'elles avaient juste plus d'argent et puis elles étaient toutes écrasées par des géants qui étaient déjà énormément implantés comme Miramax, Fox Searchlight ou encore Focus Features. Du coup, Fenkel par exemple, il va voir beaucoup de films qu'il trouve extrêmement intéressants, qui avaient un intérêt à être distribués, à être vus, tomber dans l'oubli, pas trouver de distributeur. Du coup, Fenkel il s'est dit mais si moi je trouve ces films intéressants, pourquoi est-ce que d'autres personnes ne les trouveraient pas intéressants. Et du coup, c'est un petit peu là que germe l'idée de créer sa propre société de distribution. Donc ces 3 personnes qui ont à peu près les mêmes idées, les mêmes envies, le 20 août 2012, ils vont se retrouver pour former la société de distribution A24 Films, qui est d'ailleurs, pour l'anecdote, nommée après une autoroute italienne, puisqu'apparemment un des fondateurs de cette société aurait eu l'idée de fonder sa propre société de distribution sur cette autoroute. Du coup, les 3 se lancent là-dedans, ils ont tous les 3 déjà une bonne idée de ce que c'est que la distribution américaine, que la production aussi, et puis surtout ils s'embarquent dans l'aventure avec déjà des fonds, puisqu'en fait Daniel Katz, en quittant Guggenheim Partners, il quitte cette société en de bons termes, c'est parce qu'il veut monter sa propre société, et en fait Guggenheim Partners va investir dès le début dans A24 en donnant donc plusieurs millions, ce qui fait qu'ils vont commencer avec déjà des fonds, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, ils vont pouvoir s'acheter des locaux à New York et commencer A24. Du coup, en automne 2012, les 3 ils vont se rendre à un festival, le festival du film indépendant à Toronto, parce qu'ils vont commencer à chercher des films à distribuer. Là-bas, ils vont avoir un coup de cœur pour le film Francis A de Noah Baumbach et pour The Place Beyond the Pines. Sauf que, malheureusement, aucun des producteurs vont les rappeler du premier coup, donc ça va être un petit peu un
premier coup dur pour eux, mais ils vont pas abandonner, ils vont trouver d'autres films. Ils vont quand même repartir du coup avec The Glimpse Inside the Mind of Charles Swan Free de Roman Coppola et aussi Ginger et Rosa de Sally Potter. Malheureusement, le premier film de Roman Coppola, il va pas du tout marcher. Il va avoir une distribution limitée et il va ramener à peine 200 000 $ au box-office. Mais déjà à travers ce premier film, les autres sociétés de distribution vont reconnaître à A24 un certain courage de choisir des films aussi spécifiques avec un public si restreint. Le deuxième film a un petit peu mieux marché, avec 1 million au box-office, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ça reste quand même assez faible, du coup c'est pas une entrée dans le monde de la distribution particulièrement incroyable, mais elle est pas non plus catastrophique, puisque vu les films choisis, on pouvait pas s'attendre à une explosion dès le début. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que déjà avec Ginger et Rosa, ça annonce un thème qui va souvent revenir dans les films distribués par A24. C'est le thème du passage à l'âge adulte, où le personnage principal est une personne dans l'adolescence, et on va la suivre dans une grande partie de son adolescence. Mais je reviendrai plus tard dessus avec plus de précision sur ce que c'est que le passage à l'âge adulte, ou plus exactement en anglais, The Coming of Age Movie. En 2013, puisqu'ils ont commencé leur société en 2012, mais leur premier film distribué, ça sera pendant l'année 2013, A24, ils vont distribuer 3 autres films, Spring Breakers d'Harmony Korine, The Bling Ring de Sofia Coppola et aussi The Spectacular No de James Ponsoldt. Les 2 derniers vont avoir une distribution limitée, ça va devenir un peu la signature de distribution d'A24. Pareil, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais ce qui va vraiment propulser la compagnie, c'est le film Spring Breakers. C'est un film qui va clairement marquer leur envie de donner une plateforme aux films qui, selon eux, ont un point de vue distinctif et dont l'esthétique est un point essentiel du film. Pour réussir à distribuer ce film, A24, ils vont envoyer un de leurs employés, Noah Sacco, à Pittsburgh pour rencontrer un des producteurs du film, avec comme cadeau un bang en forme de pistolet, qui est donc, je trouve, bien à l'image du film, pour vraiment montrer qu'ils sont en fait passionnés, qui comprennent les films qu'ils souhaitent distribuer et que c'est pas juste une histoire d'argent, de quel film va rapporter le plus au box-office. Du coup, bonne surprise, ça a plu aux producteurs et ils ont donc eu le film, ils ont eu les droits du film pour le distribuer. Du coup, ils vont directement mettre en place une campagne de marketing particulièrement tournée sur les réseaux sociaux, en mettant en fait 95% de leur budget marketing dans les réseaux sociaux. Ils vont notamment se concentrer sur Facebook, puisque à l'époque, à cette époque-là, quand c'est sorti vers 2013, Facebook c'était encore un réseau social qui marchait énormément. Et ils vont poster notamment plein d'extraits de films ou alors des screenshots du film aussi, avec une caption un peu drôle ou en rapport avec la scène. Ils vont particulièrement compter sur le personnage un peu décadent de James Franco, mais ils vont aussi jouer sur l'image des anciennes actrices Disney qui jouent dans ce film, donc Vanessa Hudgens et Selena Gomez, qui ont pour l'instant en fait une image ultra clean, puisqu'elles viennent de sortir de leur carrière de Disney, elles ont pour l'instant pas tourné dans grand chose, donc elles sont encore vues comme ces petites filles sages, ultra clean, voilà, qui n'ont pas d'histoire. Un exemple pour les jeunes filles et les jeunes enfants. Ils vont jouer sur le fait que leur personnage est clairement pas ce qu'elle représente en vrai. Comme elle joue des personnages très provocateurs, ils vont l'utiliser comme angle marketing, puisqu'en fait ça va donner envie à leur jeune public qu'elles ont d'aller les voir dans un univers complètement différent de celui dans lequel elles étaient auparavant et dans lequel elles sont encore. Quand ils vont dévoiler le trailer qu'ils ont vendu en exclusivité à MTV, le site de la chaîne il va crasher tellement il y a de personnes qui vont se connecter en même temps pour voir le trailer. Donc même avant la sortie du film au cinéma, A24 ils se doutaient que c'était un film qui allait quand même assez bien marcher dans tous les cas. Même si c'est un échec critique, ça sera de toute façon un échec commercial parce que les gens sont curieux d'aller voir ce que ces actrices font dans ce film. Ce que ce film est aussi, parce qu'il a un esthétique provoquant, assez intéressant, une histoire de drogue, de jeunes filles, de spring break, voilà, ça vend bien. Et effectivement, le film a très bien marché puisque pour un budget de 5 millions de $, il va rapporter presque 32 millions au box-office américain, donc c'est énorme. Pour ce qui est de la réception du film, au niveau de la critique, c'est un film qui va être extrêmement bien reçu par la critique, il va être encensé. Il va même y avoir une standing ovation au South by Southwest Festival. Sauf que le public, une fois qu'il a vu le film, il va être beaucoup plus divisé. Il va être plutôt déçu en fait, et pas dupe. Il va se rendre compte que c'est un film qui est très tourné, esthétique, mais qui a pas vraiment d'histoire derrière. Le scénario il est un petit peu bancal et puis en fait ça raconte pas grand chose au final. Ça essaye de se donner une sorte d'image, mais ouais non ça raconte pas grand chose et il y en a qui vont voir la supercherie du film. Et en même temps c'est une réaction du public qui est pas si surprenante que ça parce que ils ont raconté que lors de la projection test, il y a 9 personnes sur 10 qui sont sorties de la salle parce que soit ils s'ennuyaient, soit ils trouvaient le film complètement inintéressant, soit ils trouvaient le film vide, enfin plein de raisons différentes et du coup bon,
on se rend compte que c'est pas si surprenant que ça qu'il plaise pas tant que ça au public. Donc d'un côté c'est super que ce film ait bien marché parce que ça a pu lancer A24, leur donner un premier succès, donner confiance à la société de continuer, etc. Donner un peu plus de crédit à cette société. Et en même temps je trouve que c'est pas du tout un film qui représente bien A24 et c'est loin d'être un des meilleurs films qu'ils ont distribué. Donc même si il a une place importante dans l'histoire de A24, faut pas non plus se baser que sur ce film pour montrer la signature que A24 a. Mais du coup, grâce à ça, ce qui est bien, c'est qu'ils vont se faire repérer en septembre 2013 par Direct TV Cinéma. C'est un service de vidéo à la demande. Et en fait, ils vont leur offrir un contrat de 40 millions de dollars, donc c'est énorme, pour faire ce qu'on appelle de la joint distribution, où en fait, 30 jours avant la sortie du film au cinéma, le film sera déjà disponible sur cette plateforme, donc Direct TV Cinéma. Et les personnes pourront le louer ou l'acheter pour le même prix qu'une place de cinéma, peut-être un petit peu plus cher, mais en tout cas 30 jours à l'avance, avant la sortie du film au cinéma. Donc c'est un contrat qui est ultra avantageux pour les deux parties, puisque d'un côté, A24, en faisant ça, ils vont voir si le film marche très bien sur la plateforme, et si donc, en marchant bien sur la plateforme, il marchera probablement bien au cinéma, y a pas de raison. Ou si au contraire, il suscite aucun intérêt, personne le regarde, et dans ce cas, ils se doutent que une sortie au cinéma, à moins d'un miracle, fera pas non plus un énorme carton. Donc ça leur permet en fait d'adapter, selon les chiffres que le film fait sur cette plateforme, leur stratégie de distribution. Aussi la même année, Amazon Prime, ils vont les approcher pour un contrat qui leur permettra de diffuser sur leur plateforme à eux les films d'A24 distribués par A24, mais seulement une fois que les films sont sortis en DVD et en Blu-ray. Donc c'est pas la même chose que Direct TV, c'est pas une joint distribution. Là c'est juste que une fois que les films sont sortis en digital, ils seront aussi sur la plateforme Amazon Prime. Du coup pour une société qui a été formée il y a à peine un an et qui a distribué du coup 5 films jusqu'ici, ils sont plutôt bien partis, on n'a déjà pas trop de soucis à se faire pour eux quoi. Du coup là on va passer aux années 2014-2015 qui sont décrites par leurs créateurs comme des années de construction pour la société. Du coup leur deuxième année de distribution, 2014, ils vont distribuer 11 films. Le but pour eux cette année-là c'était de se légitimer, de prouver qu'ils sont une société qui peut travailler aussi avec des grands réalisateurs, les traiter tout aussi bien que des énormes sociétés de distribution, tout en marketant leurs films beaucoup plus spécifiquement et beaucoup plus efficacement. Ils vont notamment arriver à distribuer Enemy de Denis Villeneuve parce que en fait ce réalisateur va voir leur choix de distribuer la même année le film Under the Skin de Jonathan Glazer. Under the Skin c'est un des films préférés des dernières décennies de Denis Villeneuve, il avait pu le voir à l'avance. Et du coup pour lui ce choix ça l'a convaincu que les fondateurs d'A24, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font, qui aiment le cinéma pour ce qu'il est et pas seulement pour l'argent et qui voilà choisissent des films par passion, par intérêt artistique et pas que financier et qui ont envie voilà de distribuer des bons films quitte à même si le public visé est très petit, très limité et qui savent que le retour financier va pas être incroyable, ça leur importe peu, le plus important pour eux c'est de faire vivre ce film, qu'il puisse être distribué, qu'il puisse avoir une vie. Et d'ailleurs, Enemy, Under the Skin et un autre film la même année, Locke de Steven Knight, c'est des films qui vont être distribués assez largement et qui vont très bien marcher, qui vont être très rentables. Mais deux des fondateurs d'A24, Katz et Fenkel, ils vont plus tard revenir sur cette année et ils vont se dire qu'ils ont été peut-être un petit peu trop pressés à agrandir leur catalogue de films, ce qui fait qu'ils vont faire quelques erreurs. Par exemple, en 4 mois, ils vont acheter énormément de films très différents et certains trop tournés vers un type de public trop spécifique, vraiment plus spécifique que les derniers films évoqués, comme par exemple le film Tusk de Kevin Smith. Ce qu'ils vont faire avec ce film, c'est qu'ils vont forcer une sortie au cinéma. Même le réalisateur Kevin Smith, il était pas sûr de ça, il les a trouvés un peu fous de tenter ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était plutôt distribuer sur une plateforme en ligne. Et effectivement, ça n'a pas été très intelligent puisque ils ont fait donc une grosse distribution et le film a pas du tout marché au cinéma. Mais heureusement, c'est un film qui ensuite est sorti sur des plateformes de VOD, qui là a trouvé son public puisque les gens qui avaient envie de le voir sont allés le voir directement sur internet. C'est un film qui a eu un peu plus de succès plus tard en fait. Du coup, cette première année, sur les 11 films qui vont être distribués, il y a quelques-uns qui ont l'air d'avoir plutôt bien marché, comme Obvious Child de Gillian Robespierre, La Guise de Lynn Shelton ou encore Captive d'Atom et Goyam. Même si on n'a pas énormément d'infos en fait sur le box-office de ces films, justement, on sait juste que c'est une distribution limitée et que ça n'a pas été catastrophique. Mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs commerciaux, avec The Rover de David Michôd, qui a rapporté seulement 3 millions pour un budget de 20 millions, ou encore A Most Violent Year de J.C. Chandler,
qui lui pourtant a été extrêmement bien accueilli et par les spectateurs et par la critique, et qui pourtant a rapporté seulement 8 millions aux États-Unis pour un budget de 20 millions. Et après on a des films où vraiment c'est encore pire, avec Life After Beth de Jeff Baena ou Revenge of the Green Dragons d'Andrew Lowe, qui ont eux eu une sortie presque exclusivement sur la plateforme DirecTV. Et d'ailleurs je vais aborder ce point là parce que c'est quelque chose qu'ils vont faire assez souvent pour pas mal de films. Quand ils se rendent compte à la présentation au festival que les films ne plaisent pas forcément au public et qui va donc pas forcément marcher lors de la sortie au cinéma, ils les sortent sur la plateforme de VOD, ce qui souvent confirme leur dire, et ils vont les enterrer, c'est ce qu'ils disent, en les sortant presque exclusivement sur la plateforme en fait. Comme ça ils donnent une vie au film, puisqu'il est quand même visionnable, il suffit d'aller sur DirecTV, de taper le nom du film et tu le trouves. Ils vont quand même faire une sortie en salle, mais extrêmement limitée, ils vont à peine le distribuer, parce qu'ils savent que tout simplement il va pas marcher, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc ils vont le sortir dans quelques salles, dans des grandes villes, mais ils vont pas faire une grosse distribution. Et en fait ce que ça permet, c'est que eux, de leur côté, ne perdent pas d'argent. Faire une grosse campagne marketing, une grosse distribution dans énormément de salles dans tout le pays, c'est pas possible pour un film qui va pas marcher. Ils peuvent pas se permettre de faire ça à chaque fois. Et en même temps, ils font quand même vivre le film, puisque le film est visionnable, il est sur une plateforme de VOD, les personnes qui sont vraiment intéressées soit par le film, soit par le réalisateur, ou quoi que ce soit, ils peuvent le regarder n'importe où, tout ce qu'il leur suffit d'avoir c'est une connexion internet, une télé ou un ordinateur et c'est bon. Donc voilà, d'un côté, les gens qui ont créé ce film peuvent voir leur film être distribué même si c'est que sur une plateforme, il est visionnable, il vit, il a quand même une petite sortie au cinéma, et de leur côté A24, eux, ils perdent un minimum d'argent, ce qui leur permet de distribuer donc plus de films, puisque s'ils perdent pas trop d'argent, ça leur en laisse pour d'autres films. C'est une stratégie de distribution que A24 va vraiment beaucoup utiliser. Du coup, on va passer à l'année 2015 où les deux premiers films distribués de cette année, c'est Son of a Gun de Julie Savary et Cutbunk de Matt Shakman, vont avoir eux aussi une distribution extrêmement limitée et presque exclusivement sur la plateforme, comme je viens d'évoquer. Le troisième film distribué de cette année, c'est While We're Young de Noah Baumbach, le réalisateur de Francis A, le film dont il n'avait pas eu les droits, qui va aussi avoir une sortie limitée, mais qui va assez bien marché et qui là du coup va être distribué dans plus de salles. C'est aussi une autre stratégie qu'ils vont avoir. Quelquefois s'ils voient que pendant la sortie limitée le film marche extrêmement bien, ils vont prendre le risque d'agrandir la distribution du film parce que ils se disent qu'il n'y a pas de raison, si il ameute autant de gens dans aussi peu de salles, il amènera sans doute quand même du public dans plus de salles aussi. C'est une année qui va être assez éclectique au niveau de l'accueil de leurs films distribués, parce qu'on a des films comme par exemple Slow West de John McLean et Mississippi Grind d'Anna Boden et Ryan Fleck, qui vont être jugés trop risqués pour faire une sortie complète, donc qui vont être sortis presque directement sur la plateforme DirecTV, on connaît la chanson maintenant. Ça alimente leur accord avec DirecTV, puisque DirecTV, ce qu'ils veulent, c'est A24 distribue des films pour les avoir sur leur plateforme. Je vais un peu à partir de maintenant arrêter de parler de tous les films distribués par A24 parce qu'il y en a beaucoup et la plupart n'ont pas forcément, en tout cas dans ces débuts d'année, beaucoup d'impact sur ce que A24 va devenir. C'était plus, comme ils ont dit, l'histoire d'agrandir leur catalogue. Donc ils vont parfois faire des ratés, distribuer des films qui ne ressemblent pas à l'image de marque qu'ils ont maintenant. Donc je vais pas tous les évoquer. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que jusqu'ici, à part Spring Breakers, ils n'ont pas eu vraiment de campagne marketing spécifique ou original pour d'autres films, mais du coup ça va changer parce qu'en 2015 on va avoir un nouveau film qui va leur permettre d'affirmer leur signature et leur stratégie marketing pure. C'est un film qui s'appelle Ex Machina. Du coup, ils vont acheter les droits du film Ex Machina d'Alex Garland pour la première projection au festival South by Southwest. Ils vont créer un faux profil Tinder de l'actrice principale, Alicia Vikander, avec une photo presque inconnue d'elle, pour promouvoir le film. Voilà, donc ils vont créer le profil, les gens vont matcher avec elle, et pendant la discussion qu'ils vont avoir, ils vont parler du film, comme quoi ce serait bien d'aller le voir ensemble, etc. Ce genre de choses. Et en fait, ça marche assez bien, mais ça va faire un petit drama, un petit scandale, puisqu'en fait, Tinder n'a pas été prévu et Alicia Vikander non plus. Et ils n'ont pas forcément apprécié la stratégie marketing, Tinder de son côté parce que ils n'ont pas donné leur accord, il n'y a pas eu d'accord financier sur le fait que leur plateforme soit exploitée pour marketer un film, et Alicia Vikander parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait se retrouver sur Tinder à draguer des gens pour promouvoir son film. Elle n'a pas été prévenue, ce qui est pas très correct d'ailleurs. Mais du coup, ça a fait un petit scandale et ça a fait parler encore plus du film. Et au contraire, de leur côté, le public, il a trouvé cette stratégie marketing assez intelligente et plutôt amusante en fait. Et du coup, ils ont pas vu ça d'un mauvais point de vue, ils ont trouvé ça plutôt cool. Et ça a rameuté plus de public. C'est à peu près à partir de ce film-là qu'ils vont commencer à avoir une
communauté autour de la société de distribution, autour de A24, des fans, pas des films qu'ils produisent, mais de la société en elle-même. Parce que justement, le public attend de voir comment est-ce que A24 va marketer tel ou tel film. Si la campagne de marketing elle va être un peu originale, parce que souvent comme c'est des films un peu étranges, enfin qui sortent des scénarios de base qu'on peut voir la plupart du temps au cinéma. Du coup, la communauté qui se forme autour de A24, elle commence à vouloir voir si les films un peu originaux vont avoir une campagne de marketing originale elle aussi. Et ça les intéresse en fait de voir ça, ça intéresse des gens, soit des gens passionnés par le cinéma, soit juste des gens curieux. Et voilà, c'est grâce à ça qu'ils commencent à avoir une communauté autour de leur société, ce qui est assez rare en réalité, des gens fans d'une société de distribution. Et puis pour finir, le film va être extrêmement bien reçu par les spectateurs et par la critique, et il va même recevoir un Oscar pour meilleurs effets visuels, en plus du succès au box-office, donc vraiment ça permet à A24 d'être de plus en plus légitime dans le monde de la distribution, puisque quand tes films commencent à avoir des Oscars, à avoir des gros succès au box-office, ça donne aux gens, aux réalisateurs, aux sociétés de production de laisser ta société distribuer leurs films. Et du coup, A24, grâce à ça, grâce à leur réputation qu'ils commencent à avoir, ils vont pouvoir viser des films plus risqués, plus originaux, même si ils vont dire dans une interview qu'à la fin de cette année 2015, même s'ils sont de plus en plus légitimes du coup, ils ont quand même du mal à se débarrasser de cette image de start-up qu'ils ont en recherche des films un peu originaux, à distribuer de manière un peu originale. Voilà, ça fait un peu esprit start-up, on s'arrête jamais, on travaille beaucoup, et au final ils aiment pas trop cette image. Ils veulent avoir une image de société, de grosse société, et pas de start-up qui commence à peine à pointer le bout de son nez dans le monde du cinéma, puisque c'est plus le cas maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont là-dedans. Certes c'est très jeune encore, mais en très peu de temps, ils ont fait assez peu d'erreurs, et ils s'en sortent plutôt bien, donc ils aimeraient bien être plus légitimes. En 2015, Ex Machina, c'est pas le seul film qui va avoir une campagne de distribution particulière. Il va y avoir 2 autres campagnes marketing bien spécifiques pour 2 films qui vont être des grosses réussites. On va commencer avec Amy, c'est le premier documentaire qui va être distribué par A24. Un documentaire sur Amy Winehouse, d'Asif Kapadia. Il faut savoir ce qui a aidé le réalisateur à les choisir, c'est que son producteur, il arrêtait pas de lui parler d'A24 en lui disant à quel point c'était une société de distribution un peu spéciale, qui était vraiment bien, qui choisissait leurs films avec soin. Et du coup, ça a donné envie et aux producteurs logiques et aux réalisateurs de travailler avec A24. Donc ils vont vendre leurs droits à A24. Et ce qu'ils vont faire en fait pour la campagne marketing de ce film, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ils vont poster sur leur chaîne YouTube, puisque A24 a une chaîne YouTube, des vidéos assez inédites et très intimes d'Amy Winehouse. Voilà, des vidéos jamais vues auparavant, donc quelques extraits, parce qu'ils veulent en fait une campagne marketing très touchante, puisque le film en lui-même est très touchant. Les gens vont voir une partie de la vie d'Amy Winehouse que personne n'a vu, c'est un documentaire qui est là pour raconter tout ce qu'elle a vécu, etc. Et ils veulent que la campagne marketing soit aussi touchante que le film. Ce qui s'est passé, c'est que du coup les gens sont allés voir les extraits qui ont été postés sur la chaîne YouTube, et ils ont vraiment beaucoup aimé, ils voulaient en voir plus, en savoir plus sur la vie d'Amy Winehouse. Donc pour ça il fallait aller voir le film, et du coup les gens sont allés voir le film, il a été acclamé par la critique, par les spectateurs, c'était un très beau film, et il va d'ailleurs recevoir cette année-là encore l'Oscar du meilleur film documentaire. Donc ça fait déjà 2 films distribués par A24 qui reçoivent un Oscar, c'est impressionnant. Ensuite il va y avoir Room de Lenny Abrahamson, dont la société avait acquis les droits avant même que le film soit produit en fait, dès la publication du script. Le réalisateur, donc Abrahamson, il va dire que travailler avec A24, ça a vraiment aidé au succès du film. Parce qu'en fait, ils étaient impliqués pendant tout le tournage, il les a autorisés à venir sur le plateau. Et en retour, Abrahamson, il a pu suivre la campagne marketing de son film en fait. Normalement, ça n'arrive pas une fois que tu vends les droits de distribution de ton film, tu n'as pas vraiment grand chose à dire sur comment est-ce qu'il va être marketé, parce que c'est pas ton travail en fait. Et là, au contraire, il avait une vision, il avait un droit de donner son avis sur comment son film allait être marketé. Et il pense que vraiment le fait de pouvoir échanger là-dessus, ça a aidé au succès de son film. Cette histoire de vrai échange entre le réalisateur et la société, ça montre en fait que c'est pas juste une histoire d'argent pour A24 encore une fois. C'est une société qui tient vraiment aux films qu'elle distribue et qui veut leur succès, mais pas par cupidité, par passion surtout. Parce qu'ils veulent voir ce film vivre, ils veulent voir ce film avoir un public, une fanbase. Voilà, ils veulent que ce film réussisse par amour du cinéma.
Après, ça reste une société de distribution. Le but, c'est pas non plus de faire la charité et de distribuer tous les films qui leur passent sous la main, même s'ils marchent pas. C'est bien sûr que c'est important que le film réussisse aussi par intérêt financier. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça, contrairement à d'autres sociétés de distribution. Et puis le film Room va recevoir un Oscar pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Brie Larson. Donc 3e film pour A24 déjà qui reçoit un Oscar, ce qui est assez impressionnant. Du coup, ces 2 années, elles vont être un petit peu hésitantes. On sent que la société, elle se cherche encore, elle sait pas trop quelle image elle veut avoir. Elle a un peu du mal à combiner passion et rentabilité pour l'instant, même s'ils sont loin d'être au bord de la faillite, hein, tout va bien pour eux. Grâce à leur accord notamment avec DirecTV Cinéma, Amazon Prime, et puis ils ont aussi commencé, on se rappelle, avec plusieurs millions de Guggenheim Partners, donc ça va. Ils sont pas à plaindre. Mais en tout cas, on va voir aussi que leur signature, elle va commencer à se dessiner de plus en plus nettement, avec leur choix de films. C'est des scénarios vraiment éclectiques, assez originaux en tout cas à chaque fois, avec l'esthétisme qui a souvent une part importante dans le film. Voilà, c'est pas juste un film qui va être beau, ça peut être ça aussi, mais l'esthétisme va jouer un rôle dans le scénario. L'esthétisme va donner une identité au film, va donner une identité au réalisateur. Voilà, faut qu'elle apporte quelque chose au film, que ce soit pas juste là pour être joli. Pour l'instant, ils tâtonnent encore un peu, ils savent pas trop exactement où est-ce qu'ils vont, mais ils commencent à avoir une idée de plus en plus nette. Et puis ils commencent à avoir un public, à avoir une fanbase, et ils vont doucement se forger une image à travers leurs films. En parallèle, cette année, on va voir qu'A24, ils vont ouvrir une branche de production télévisée. Ils vont notamment produire cette année-là la série Playing House avec USA Network, ou encore Comrade Détective, et puis ils vont aussi financer et développer beaucoup de pilotes de séries. Pour l'instant, cependant, il n'y a rien d'incroyable à voir de ce côté-là, rien de vraiment marquant. Donc on laisse ça un peu sur le côté, mais je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Je vais passer à l'année 2016 maintenant, et je vais surtout passer très rapidement sur les premiers films de cette année-là, parce que comme toutes les années, il y a eu des succès, petits et grands. Il va y avoir pas mal de films qui vont avoir une vie principalement sur DirecTV, et puis aussi quelques échecs commerciaux et critiques, mais rien de catastrophique pour ce début d'année pour les films distribués. On va juste s'arrêter sur quelques points à souligner. Par exemple le film The Witch de Robert Eggers, qui devait sortir initialement presque exclusivement sur DirecTV, voilà, distribution limitée comme d'habitude, dans quelques salles dans des grandes villes, et puis c'est à peu près tout. Sauf que la fanbase, qui devient de plus en plus grande d'A24, elle a vraiment été hypée par les bandes annonces qui ont été mises sur la chaîne YouTube d'A24. Et en fait, le fait que le film sorte presque exclusivement sur la plateforme de VOD DirecTV, ça leur a pas plu. Il y a beaucoup de monde qui voulait aller le voir au cinéma, et sauf que comme il allait être distribué dans très peu de salles, dans que des grandes villes, et les gens voulaient changer ça. Parce qu'ils voulaient une expérience complète du film. C'est toujours mieux, je trouve, de voir un film au cinéma. Du coup, ils se sont plaints sur les réseaux sociaux, ils ont demandé à A24 une plus grosse distribution, de donner plus de vie à ce film, et c'est ce qu'ils ont fait. A24, ils ont décidé de le distribuer normalement au cinéma. Il y a voilà, c'était pas une distribution limitée, c'était une grande distribution dans beaucoup de salles, dans une grande partie du pays. Et exceptionnellement, le film va sortir sur la plateforme de VOD après sa sortie au cinéma, ce qui normalement n'arrive pas, vu que c'est pas l'accord qu'ils ont signé avec DirecTV. C'était pour éviter les spoils notamment. Ils ont eu raison de faire ça puisque le film a extrêmement bien marché et au cinéma et sur la plateforme. Donc même si l'accord a pas été trop respecté à ce moment-là, au final DirecTV n'en ont pas voulu à A24, ou en tout cas à ce qu'on sait, il n'y a pas eu de problème puisque le film a très bien marché sur la plateforme aussi, donc ils en ont eu pour leur argent, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a de plus important à noter pour l'année 2016, c'est que A24 ils vont produire leur premier film, Moonlight de Barry Jenkins, et c'est un film qui, en plus d'être un chef-d'œuvre, a une histoire un petit peu particulière. Du coup, l'histoire de ce film, c'est qu'en 2003, le scénariste Tarell Alvin McCraney, il va écrire une pièce de théâtre semi-autobiographique qui s'appelle In Moonlight, Black Boys Look Blue, qui va malheureusement tomber dans l'oubli pendant une dizaine d'années. Sauf qu'en 2013, il y a la productrice Adele Romansky qui va suggérer du coup au réalisateur Barry Jenkins de re-réaliser un film après Medicine for Melancholy, qui était sorti en 2008. Et du coup, on va lui présenter la pièce de McCraney. Jenkins, lui, il va discuter avec McCraney, et en un mois, ils vont sortir une première version du scénario de Moonlight. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils ont vraiment travaillé main dans la main pour écrire ce scénario.
Puisqu'en fait, la jeunesse de Jenkins, elle ressemble beaucoup à celle de McCready. Il va se reconnaître dans la pièce de théâtre de McCready. Et il va apporter des éléments de sa jeunesse à lui. Ça va donc réunir l'histoire de ces deux personnes. Ça va en fermer plus qu'une. Il va y avoir des éléments de la pièce de théâtre qui, bien sûr, vont rester. Et Jenkins va juste apporter quelques éléments de sa vie. Voilà, pour n'en former plus qu'une. Donc c'est une œuvre qui est très personnelle et pour McCready et pour Jenkins. Du coup, après ça, après avoir sorti ce premier jet, Jenkins il va partir à la recherche de producteurs, logiquement, hein, mais il va pas y avoir de grands succès puisque c'est un film qui est jugé en fait comme trop risqué, qui va toucher un public trop minime, et donc forcément d'un point de vue argent, il est pas très intéressant. Voilà, malheureusement. De leur côté, A24, ça fait un moment qu'ils cherchent à produire quelque chose, à produire un film, mais il fallait vraiment que ça soit un coup de cœur en fait, et ça a été le cas pour Moonlight. Du coup, durant le tournage qui a duré presque 5 semaines, A24 ils se sont beaucoup impliqués, ils venaient assez souvent sur le lieu du tournage voir ce qui a été tourné. Parce qu'en fait, ils disaient eux-mêmes que c'était un univers qu'ils connaissaient pas, de vivre à Miami, ils ont jamais vécu à Miami, et du coup ils voulaient vraiment s'imprégner du film pour pouvoir mieux tourner leur campagne marketing après, leur campagne de distribution après. Ils voulaient connaître réellement le film, le réalisateur, le scénariste, ils voulaient s'imprégner du film le plus possible. Quand le film a été enfin fini, monté, réalisé, etc., A24, ils n'avaient pas pour but de faire une énorme sortie en salle avec une énorme campagne marketing, c'était pas du tout le but parce qu'ils savaient très bien que ça allait pas marcher de faire ça. Ce qu'ils voulaient faire en fait, c'était plutôt faire une campagne marketing assez spécifique et sortir le film dans quelques salles et le laisser longtemps en fait dans ces salles, dans l'espoir que petit à petit, avec le bouche à oreille, il y ait de plus en plus de monde qui viennent voir ce film et donc qui continuent d'en parler et peut-être du coup pouvoir étendre leur distribution si le film rameute de plus en plus de monde avec le temps. Et en fait c'est assez impressionnant parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le film il est resté près de 28 semaines en salle et pour un budget de seulement 1,5 million de dollars, il a rapporté presque 28 millions juste aux États-Unis et 38 millions internationalement, ce qui fait presque 65,3 millions en tout. Donc c'est un record pour A24, voilà. C'est leur nouveau record au box-office. Et ça s'arrête pas là pour le film, puisqu'il va recevoir de nombreux prix, et surtout l'Oscar de meilleur film face à un très gros film comme La La Land, le film de Damien Chazelle, qui avait fait, pareil, un box-office assez impressionnant. Enfin, je pense que tout le monde s'en souvient. Quand La La Land est sorti, tout le monde est allé le voir, tout le monde en parlait. En bien, en mal, mais en tout cas, c'est pas un film qui est laissé indifférent et c'est un très gros film qui a surtout plu. Donc c'était assez surprenant que Moonlight gagne l'Oscar face à La La Land. Tout le monde pensait que La La Land allait gagner. Moi je trouve ça vraiment très cool qu'un film indépendant, avec un tout petit budget et surtout une histoire aussi particulière, gagne face à La La Land. Je trouve ça vraiment bien. Parce que ça donne, je trouve, du courage aux petits réalisateurs, aux petits films à petit budget, de voir que t'es pas obligé d'être un énorme film avec un énorme public pour gagner un Oscar. Puis c'est aussi très important parce que ça a donné plus de visibilité à la communauté LGBT noire, qui là on voit la difficulté que c'est d'être LGBT à Miami, dans des quartiers plutôt pauvres, à quel point c'est dur d'être soi-même, et je trouve que c'est génial qu'un film traite de ça et qu'il soit aussi beau. C'est vraiment, je trouve, un film très poétique, très beau, très bien réalisé, avec des acteurs incroyables. Tout est bien dans ce film, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille d'ailleurs vraiment. Je crois qu'il est sur Netflix en plus, donc top. Et puis à partir de ce moment-là, A24, qui avait déjà un nom dans la partie distribution du cinéma, se font encore plus rapidement un nom dans la partie distribution, quoi. Et puis avec ça, ils vont avoir une fanbase de plus en plus grande qui va aussi s'affirmer de plus en plus. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les films d'A24, ils deviennent de plus en plus reconnaissables. On les reconnaît grâce à leur esthétisme, leur étrangeté, leur beauté, l'individualité du film, le scénario original, l'histoire originale. Et voilà, tous ces mots, c'est des mots qui sont souvent utilisés pour décrire ces films-là, les films de A24. Et il y a même certaines personnes qui commencent à attribuer tout film les faisant penser à ces caractéristiques, aux mots que je viens de décrire. Dès qu'un film a un scénario un peu original avec un esthétisme reconnaissable, ils vont se dire ah ça c'est un film qui va être distribué par A24, alors que pas forcément. Et donc pour finir l'année 2016, ils vont produire leur second film, 20th Century Woman de Mike Mills, qui va pas être un aussi gros succès que Moonlight, mais qui va aussi bien marcher, qui je trouve est un très bon film aussi, avec une super histoire. Puis ça va appuyer, je trouve, leur bon goût en matière de production. Du coup,
en 2017, ça va être l'arrivée des gros succès de distribution pour A24. Au niveau des films distribués, on va avoir de plus en plus de leurs choix qui correspondent vraiment à l'image qu'A24 souhaite avoir aux yeux du grand public. Ils vont distribuer des films d'auteur surtout à tout petit budget qui vont plutôt bien marcher au box-office et chez les critiques, ce qui va leur permettre d'affirmer leur patte, la patte A24, et surtout de montrer qu'ils arrivent à affiner leur choix et à se tromper de moins en moins. On a notamment A Ghost Story de David Lowery, Menashi de Joshua Z. Weinstein, The Florida Project de Shane Baker ou encore Good Times des frères Safdie. D'ailleurs, ils vont promouvoir ce dernier en distribuant dans New York 3000 boîtes de pizza à l'effigie de Robert Pattinson, en tout cas de son personnage dans Good Times. Ça va plaire, ça va vraiment plaire. Les personnes vont être surprises de voir la gueule de Robert Pattinson un peu aérée sur leur boîte de pizza. Et ce qu'ils vont faire en fait, c'est que souvent ils vont tweeter, ils vont poster une photo de la boîte de pizza sur Twitter, sur Instagram, n'importe où. Et du coup ça va faire parler du film, ça va amener des spectateurs et du coup niveau marketing, c'est encore une fois très bien géré et très original, ça a plu, c'est tout ce qu'ils veulent. Il y a eu un petit faux pas au niveau distribution, campagne de marketing avec le film It Comes at Night de Trey Ward Schultz. En fait, c'est juste que c'est un film qui a été marketé comme un film d'horreur et en fait, c'était plutôt un film d'anticipation. Et ce qui a fait que pas mal de spectateurs qui sont allés voir le film au cinéma ont été un peu déçus. Après, le film, il a quand même très bien marché, il a quand même été assez bien reçu au final. Mais c'est juste qu'on pense qu'avec ce marketing un peu maladroit, en fait, le film, il aurait pu rester plus longtemps au cinéma, il aurait pu avoir une vie plus longue s'il avait été marketé comme ce qu'il était réellement. Parce que là, du coup, avec le bouche à oreille, encore une fois, les gens on fait passer le mot que c'était pas forcément un film d'horreur et donc il y a quelques personnes qui auraient eu envie d'aller le voir qui sont pas allées le voir au final. Voilà. Ils vont aussi retravailler avec Yorgos Lanthimos, avec The Killing of a Sacred Deer. Ils vont produire et distribuer ce film, mais ils sont pas les seuls à la production donc ils peuvent pas vraiment dire que c'est leur film. Mais les deux gros succès de l'année 2017, vraiment les deux gros succès qui finiront de les implanter dans le monde de la distribution, de les légitimer, ils ont plus rien à avoir à prouver. Je pense à partir de ce moment-là vraiment, dans la distribution en tout cas, là je parle pas de leur côté production, c'est avec les films Lady Bird de Greta Gerwig et The Disaster Artist de James Franco. Je vais commencer avec celui de James Franco parce que c'est celui sur lequel il y a moins de choses à dire et c'est celui qui a le moins marché des deux. Donc c'est un film qui est basé sur Tommy Wiseau et son fameux mauvais film The Room. Le marketing, il a beaucoup joué sur la ressemblance de James Franco avec Tommy Wiseau, puisque James Franco il s'est grimé en Tommy Wiseau, vu qu'il a interprété Tommy Wiseau logiquement. Ils vont sortir par exemple sur le compte Instagram des archives de marketing qu'il y avait eu sur ce film. Voilà, des archives, des photos de Tommy Wiseau comparées à James Franco, etc. Et puis surtout ce qu'ils vont faire, ce qui a été le plus marquant, c'est qu'ils vont relouer le billboard sur Highland Avenue à LA. C'était là où Tommy Wiseau en fait avait placé son poster de The Room pendant 5 ans en fait, entre 2003 et 2008. Du coup, ils ont reloué le même billboard, ils ont remis un poster ultra ressemblant à celui qu'il y avait eu pour The Room pour faire la pub de The Disaster Artist. Du coup, c'est un film qui va rapporter 21 millions aux États-Unis et presque 30 millions internationalement. Ça a amené encore des nouveaux fans à A24 parce que ils trouvaient ça incroyable qu'un film comme ça soit fait en fait, tout simplement. Et donc, ils trouvaient ça bien que A24 le distribue. Et puis là on va passer du coup plutôt à Lady Bird de Greta Gerwig. Donc c'est un film qui surfe sur le passage à l'âge adulte, le thème du passage à l'âge adulte, en anglais The Coming of Age Movie. Donc en fait ce thème là ça repose sur les histoires d'amour, d'amitié, de famille, comment est-ce qu'une personne adolescente grandit. Tout simplement, pendant son adolescence, comment est-ce qu'elle passe de la jeunesse à être un adulte, en passant du coup par l'adolescence logiquement. Donc ça c'est un thème assez vaste, mais qui, dans les films distribués par A24, revient assez souvent. Et du coup c'est un film qui va rapporter près de 49 millions de dollars aux États-Unis. Du coup ça va dépasser leur record qu'ils avaient eu avec Moonlight. Et qui va rapporter près de 79 millions au box-office international, donc énorme succès médiatique et auprès des spectateurs aussi, avec un marketing assez précis, assez discret en soi. Il n'y a pas eu de campagne marketing avec quelque chose de très original. Là ils sont restés sur des beaux posters, des bandes annonces efficaces qui annonçaient le film comme il était, et rien de prétentieux. Puis Greta Gerwig en fait a beaucoup travaillé avec A24 sur la campagne marketing, donc je pense que c'est ce qui a fait que ça a bien marché aussi. Donc voilà, c'est deux gros succès que A24 ont eu au niveau distribution en cette année 2017. Puis je vais me répéter encore un petit peu en disant que plus les années passent, plus leurs choix ils sont judicieux, ils ont
moins d'échecs, même avec des films plus risqués. Leur accord avec DirecTV, on va pas se mentir, il a vraiment beaucoup aidé et il continue de les aider puisque régulièrement, moins du coup, ces dernières années, mais ça leur a permis de enterrer les films sans perdre trop d'argent, tout en leur donnant une vie. Maintenant, quand tu vois le logo d'A24 avant que le film commence, ça devient presque une preuve de qualité. Tu sais que tu vas être surpris face à ce film, tu sais que tu vas ressentir quelque chose, que ça soit négatif, positif, tu sais que tu vas avoir des émotions. Les films d'A24, ils laissent pas indifférent. Puis ce qui est intéressant aussi, ce qui est bien, c'est que même si le studio devient de plus en plus imposant, de plus en plus riche, de plus en plus important dans le milieu du cinéma, et qu'il pourrait se tourner vers des films indés à plus gros budget, avec des plus grosses têtes d'affiche, avec beaucoup moins de risques. Ils le font pas, ce qu'ils veulent c'est toujours mettre en lumière des réalisateurs dont ils sentent le talent, même si c'est des réalisateurs très peu connus, avec un tout petit budget, un tout petit film. Et puis ce qu'ils avaient envie de faire aussi surtout, c'est de créer une logique de marque, en jouant autant que possible sur le côté cool qu'ils ont. Ils veulent entretenir ce socle d'admirateurs qu'ils ont autour d'eux, qui est assez rare pour une société, encore une fois, de distribution et de production. Et ça fait que avec A24, il va y avoir un espèce de mélange auprès du public. Ils vont souvent voir A24 plus comme un auteur que comme un distributeur. Il va vraiment y avoir ce truc de « Ah, c'est distribué par A24, donc c'est forcément un bon film, ça va forcément être bien ». Comme si A24 jouait à la qualité du film, alors qu'en soi non, ils distribuent juste le film, donc c'est pas eux qui l'ont créé, c'est pas eux qui l'ont réalisé, c'est pas eux qui l'ont produit. Là je parle du coup que de leur branche de distribution, donc ça ne joue pas sur la qualité du film en lui-même. Mais comme A24 choisit de mieux en mieux ses films et est de plus en plus précis, ça fait que A24 maintenant ça devient un gage de qualité. Avoir le logo A24 avant son film, ça devient un gage de qualité, ce qui est assez incroyable, c'était pas vraiment vu auparavant ça. Bon après je jette des fleurs à A24 machin en disant qu'ils prennent des films à petit budget, petits réalisateurs pas très connus. Il y a souvent quand même des acteurs connus dans les films qu'ils choisissent. Tout n'est pas complètement risqué quoi. C'est des petits films certes, mais bon bah par exemple on a Robert Pattinson à la tête de Good Times, on a Scarlett Johansson à la tête de Under the Skin, à la tête de Enemy on avait Jack Gyllenhaal. Voilà, il y a quand même des grosses têtes qui ressortent, mais en soi les films en eux-mêmes ça reste des films indés avec assez souvent des petits réalisateurs. Donc voilà, c'est bien qu'ils donnent leur chance à ce genre de film. Il faut savoir aussi que cette envie de créer une logique de marque, ça vient pas de nulle part, ça vient du fait qu'il y a de plus en plus en fait de sociétés de distribution qui vont un peu surfer sur la vague A24 et qui vont distribuer le même genre de film avec un esthétisme qui prône et un scénario un peu original. Et du coup ça fait que A24 ils veulent pas qu'on les confonde avec une autre société de distribution, ce qui est compréhensible. Après, c'est pas surprenant qu'il y ait de plus en plus de sociétés de distribution qui fassent la même chose qu'A24 parce que voilà, il y a de plus en plus de films avec un esthétisme fort et des scénarios un peu originaux qui sortent. Donc forcément, si on veut qu'ils soient tous distribués, il faut qu'il y ait plusieurs maisons de distribution qui existent. Donc là, c'est pas ça le problème, mais c'est juste qu'il faut pas... A24 n'ont pas envie de devenir que ce soit une masse de sociétés de distribution et qu'on les reconnaisse plus. Au contraire, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de sociétés de distribution qui choisissent ce film parce que du coup ça fait vivre de plus en plus de films comme ça et quand on aime ce genre de film, c'est cool qu'il y en ait de plus en plus qui soient produits, qui soient distribués. Par exemple, on a Neon ou Annapurna Pictures qui sont des sociétés de distribution qui ressemblent à A24, qui sont à peu près au même niveau qu'eux d'ailleurs. Et je vais peut-être faire une vidéo sur ces deux autres sociétés de distribution qui sont aussi intéressantes. Je trouve qu'on distribue des super films. Et voilà, chacune de ces sociétés de distribution, elles tente de se faire un nom, d'avoir sa propre marque, sa propre signature. Et je trouve que c'est de plus en plus, ça se fait. Mais ce qui est bien, c'est que je trouve personnellement que l'une n'essaye pas d'écraser l'autre. En fait, elles cherchent juste à avoir leur propre identité chacune de leur côté sans en faire couler une autre, parce que le but c'est pas qu'il y ait de moins en moins de sociétés de distribution et de production qui existent, mais plutôt justement qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir distribuer et produire de plus en plus de films. Et je trouve que de leur côté en tout cas, il n'y a pas vraiment de compétition, mais voilà, plutôt une logique de marque. Chacune de ces sociétés de distribution veut avoir sa propre identité. Voilà, c'est tout. On va d'ailleurs passer sur ce qui va affirmer cette image de marque, parce que distribuer des films c'est très très bien, mais A24 va commencer à vouloir du coup produire et distribuer des films, afin qu'ils puissent vraiment appeler ces films les leurs. C'est eux qui l'ont produit, c'est eux qui l'ont distribué, il a sa place légitimement dans le catalogue A24,
et comme étant vraiment un film A24. Voilà, quand il les distribuait juste, certes il les choisissait ces films, donc ça faisait que voilà, ça posait un gage de qualité sur ce film, on savait que ça allait être un bon film, qu'on allait ressentir quelque chose devant, blablabla, mais il n'était pas produit par A24. Voilà, ils l'ont distribué, ils ont mis leur logo devant, c'était pas leur film. Là vraiment ça sera leur film. Donc on va parler de Noah Sako, dont on avait déjà entendu parler plus tôt, si vous vous souvenez bien, qui est en fait à la tête de la production, de la branche de la production et de l'acquisition des films à A24. Et en fait, Noah Sako, il avait rencontré le réalisateur Ari Aster il y a longtemps, quelques années avant l'existence d'Hereditary. Et déjà à l'époque, il lui avait dit que pour le moment A24, ils n'avaient pas trop le budget pour produire un de ses films, ou produire tout court, puisqu'ils n'avaient même pas encore produit Moonlight ni rien. Mais que si un jour ils avaient ce budget, ça serait avec plaisir qu'ils produiraient un film d'Ari Aster, et c'est une promesse qui a été tenue. Ari Aster et A24, ils savaient qu'en marketant Hereditary, en tentant d'expliquer le film, ça allait pas marcher, ça allait faire fuir une bonne partie de l'audience de films d'horreur qui veulent juste avoir peur devant un film sans trop réfléchir. Y a pas de problème avec ça, à vrai dire, y a beaucoup de films qui font peur et qui sont pas forcément très intéressants, qui sont produits ces derniers temps, comme Annabelle, Paranormal Activity, Cimetière, Saw, tout ça. Voilà, c'est des films qui font peur mais qui n'ont pas forcément un scénario très solide derrière, qui sont pas forcément plus intéressants que ça. Moi j'aime bien ce genre de film, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Du coup, ce qu'ils ont fait, Ari Aster et A24, c'est qu'ils se sont mis d'accord, ils vont le marketer comme un film d'horreur avec un enfant effrayant ou possédé, c'est ce qu'ils ont dit. Et d'ailleurs, dès le premier trailer, on se concentre surtout sur le personnage de la sœur, qui pourtant fait pas partie d'une grande partie du film. Je vais pas spoiler ni rien, mais voilà, on la voit pas pendant les 3/4 du film. Du coup, on pense, en tout cas en regardant juste les trailers, les bandes annonces, machin, que c'est un des personnages principaux du film, que le film va tourner autour d'elle, même si en quelque sorte oui. Et c'est pas le cas, et ça va laisser les gens surpris en voyant la scène dont vous savez laquelle je parle si vous avez vu le film. Et voilà, je trouve que c'était bien foutu. Sauf que cette stratégie marketing, elle a pas laissé de marbre. En fait, il y a certaines personnes qui ont vraiment pas du tout compris le film et qui vont ressortir de la salle déçues parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était avoir peur, avoir des jumpscares dans tous les sens et avoir un enfant qui fait peur, voilà. C'est ce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir. Et puis d'un autre côté, il y a certains qui ont aimé le fait que le scénario ait pas été dévoilé du tout pendant la partie marketing du film, dans les trailers, dans les bandes annonces et tout, parce que ces derniers temps tu vois à peu près tout dans la bande annonce, puis en fait tu vas voir le film et t'as déjà tout vu, donc c'est dommage. Donc voilà, là ils ont bien aimé que le scénario, qu'ils découvrent vraiment le scénario pendant le film, ils ont aimé avoir été surpris, ils ont aimé l'esthétisme du film qui est vraiment très spécifique à Ari Aster, on reconnaît que c'est un film d'Ari Aster, quoi. Et puis c'est un film qui a vraiment une certaine personnalité. Ces derniers temps, les films d'horreur qui sortent, c'est un peu des copies de... Tu reconnais pas que c'est tel réalisateur, tu reconnais pas que c'est... Voilà, il y a rien de spécial derrière le film, c'est un autre film qui fait peur avec un scénario un peu bancal et puis c'est pas très intéressant au final. Et là, si, le film a plu vraiment. C'est pas une simple histoire de possession, c'est pas une simple histoire de tueur en série, et c'est un peu... Le film a été vu un peu comme une révolution dans le genre de l'horreur qui stagne ces derniers temps. Du coup, il va être très bien reçu par les critiques, par la majorité des spectateurs, et il va faire un box-office international de 80 millions d'euros, donc c'est vraiment très très bien. Et ça va battre le record de 79 millions qu'A24 avait avec Lady Bird. Et puis surtout, A24, ils vont agrandir encore leur fanbase en touchant les fans de films d'horreur. Ils avaient distribué quelques films d'horreur, mais c'était des films d'horreur qui allaient avoir un public vraiment très spécifique. On se rappelle de Tusk de Kevin Smith. Et là, ça a touché beaucoup plus de monde. Et du coup, ça a amené une plus grosse fanbase à A24 parce que les gens avaient hâte de voir les prochains films d'horreur qu'ils allaient distribuer. Ça a été annoncé assez rapidement que Ari Aster allait de toute façon retravailler avec A24, donc tous les fans d'Ari Aster forcément se sont tournés vers A24 pour avoir des nouvelles du prochain film d'Ari Aster. Ils vont enchaîner avec un film d'un tout autre genre, d'un tout autre réalisateur, mais qui pourtant à une plus petite échelle va quand même très très bien marcher. C'est le film 8th Grade de Bo Burnham, qui est d'ailleurs un ancien youtubeur. C'est un autre film qui surfe sur le thème du coming of age, comme Lady Bird, et qui va notamment aborder le thème de ce que ça fait de grandir dans une société, une ère très tourné vers le digital et qui peut faire ressentir beaucoup d'anxiété. On le voit à travers Twitter, machin, beaucoup de gens qui parlent du fait que être sur les réseaux sociaux ça leur apporte
pas que du bien, pas que des sentiments positifs, au contraire, souvent être sur les réseaux sociaux, ça peut faire ressentir un manque de confiance en soi et beaucoup d'anxiété. Et puis, ce qu'ils ont fait avec 24 pour pas oublier d'où vient Bo Burnham, c'est que le film il va être présenté à VidCon. C'est une convention pour youtubeurs qui se passe aux États-Unis et le film va avoir un stand pour lui parce que Bo Burnham, je pense que ça lui tenait à cœur de montrer que c'est quelqu'un qui vient de YouTube et qu'il oublie pas ça, que c'est pas une honte du tout. D'ailleurs son film, ça parle pas forcément de YouTube du tout, mais voilà, ça parle de l'ère digitale, machin. Donc ils vont rester assez simples dans leur marketing, ils vont faire un joli poster, des extraits bien choisis postés sur leur chaîne YouTube du coup, et puis une présentation à des festivals, et le tour est joué, le film va bien marcher, il va très bien accueilli, tout le monde parle du fait qu'il est traité avec beaucoup de justesse, que Bo Burnham sait de quoi il parle, et qu'il s'est pas trompé, qu'il est assez juste dans ses propos, et que la génération est assez bien représentée. Parce qu'on voit souvent des jeunes de 14-15 ans qui vont aller à des soirées, boire beaucoup, faire la fête, on va avoir des gros problèmes, machin. Et là, je trouve que c'est des problèmes qui sont plus à l'échelle de ce que les jeunes vivent réellement à cet âge-là. Et je trouve ça bien. Une bonne représentation, voilà. Donc il va rapporter 14,3 millions de dollars pour un budget de 2 millions, donc c'est très raisonnable. Et puis la dernière production de 2018 de A24, c'est le film Mid-90s qui va être réalisé par Jonah Hill, qui aborde aussi le thème de l'adolescence, donc pareil, encore une fois thème récurrent chez A24. Cette fois c'est un jeune skater qui est entouré d'une famille abusive et qui va se trouver des nouveaux amis qui vont devenir un peu sa nouvelle famille. Et puis dès la sortie, je trouve, du premier poster, l'esthétisme de celui-ci est applaudi et la fanbase d'A24 ils vont adorer comment le film va être marketé. Très simplement, encore une fois, mais avec des beaux posters, une belle bande-annonce, très efficace, je trouve. Moi, ça m'a tout de suite donné envie d'aller le voir. Et du coup, le film, il va très bien marcher. Les critiques, les spectateurs, ils vont bien l'accueillir. Et puis, ça promet surtout un bon avenir dans la réalisation à Jonah Hill, qui à la base est un acteur. Du coup, en parallèle, cette année-là, la société, elle verra partir un de ses fondateurs, John Hodges, qui va partir seul de son côté, faire sa propre carrière. Et 24, il va aussi signer un accord avec Apple sur plusieurs années. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire des films exclusivement pour la plateforme Apple TV+, qui est leur propre plateforme de streaming. Mais le contrat il va pas avoir d'impact sur les anciens contrats d'A24 et A24 aura bien sûr toujours la liberté de produire des films pour eux, pour d'autres plateformes, pour n'importe, en dehors de ce deal là, et puis de distribuer n'importe quel film qu'ils veulent bien sûr. Ensuite entre temps le contrat avec Amazon Prime c'est fini, donc voilà, année 2018, A24 se tourne de plus en plus vers la production pour le plaisir de tous. Ils s'affirment de plus en plus, mais ils ont de moins en moins de choses à prouver, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans la production, et puis on va voir comment est-ce qu'ils continuent là-dessus quoi. Maintenant que A24, ils sont vraiment instaurés autant dans la production que dans la distribution, ils vont avoir de plus en plus de budget pour tout. Donc par exemple, en 2019, ils vont distribuer 21 films, dont 8 produits par A24, contrairement à 2015 où ils avaient seulement distribué 11 films. Mais on voit clairement que 10 films de plus en 4 ans, c'est énorme, c'est vraiment bien. Bon, il y a beaucoup de ces films qui sont vraiment liés au contrat DirecTV où on voit que voilà, ils vont sortir sur la plateforme, ils vont avoir une distribution limitée et puis ils vont continuer leur vie sur la plateforme. Ils vont pas faire beaucoup de bruit, donc même si A24 distribue et produisent des films qui rentrent de plus en plus dans leur logique de marque, dans leur image, machin, etc., ça reste quand même une société qui doit rapporter de l'argent. Donc il va y avoir quand même quelques films qui vont être choisis et distribués plus pour respecter le contrat qu'ils ont avec DirecTV pour pas perdre l'argent que DirecTV leur donne que vraiment par envie de distribuer ce film. Même si bon, ils les choisissent quand même avec plus de soin ces derniers temps. On va aussi voir qu'ils vont distribuer de plus en plus de films internationaux avec par exemple des films réalisés par pas mal de Français. On a Climax de Gaspard Noé qui vont distribuer, High Life de Claire Denis. Bon après c'est des films aux réalisateurs français mais avec des acteurs anglais ou en tout cas où ça parle en anglais dedans. Ils vont aussi distribuer une coproduction américaine et chinoise, The Farewell de Lulu Wang, avec une sortie dite normale et qui va marcher vraiment très très bien parce que pour un budget de 3 millions, il va rapporter près de 22,5 millions au box-office américain. Et en fait, comme avec Moonlight, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord le diffuser dans très peu de cinéma, ils vont laisser le bouche à oreille faire son travail. Ça a rematé comme avec Moonlight de plus en plus de monde. Le film a pu être distribué dans plus de salles et a pu avoir une vie très longue au cinéma en salle. Lulu Wang, la réalisatrice, elle pense vraiment d'avoir choisi de travailler avec A24, ça a vraiment
aider à ce que le film marche aussi bien. Parce qu'elle trouve que pour un tout petit film comme le sien, A24 a réussi à monter, grâce à sa campagne marketing, une fanbase avant même que le film sorte autour du film. Voilà, il y a vraiment une communauté qui s'est formée autour de ce film. Et à sa sortie, du coup, il avait déjà un public. Et le fait que les gens en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, ça a fait que ça a vraiment rameuté de plus en plus de monde. Elle dit aussi que ça a permis à son film de pas être perdu parmi un océan d'autres films, parce que c'est vrai que avant ce qui se passait l'année dernière, il y avait énormément de films qui sortaient tout le temps en permanence, et c'est un petit peu dur quand t'es pas un film avec un énorme budget et une fanbase vraiment derrière toi déjà. C'est dur de te faire une place, c'est dur de te faire remarquer. Au niveau de leur production, on va aussi voir leur premier film en accord avec leur contrat avec Apple+. C'est un documentaire qui s'appelle The Elephant Queen de Victoria Stone et de Mark Dibble aussi. Pas grand chose à dire dessus. Et puis d'un autre côté, on va voir qu'ils vont produire des films mais qu'ils vont pas distribuer, notamment Cher de Pippa Bianco et Native Son de Rashid Johnson. Ça va être distribué par HBO, donc ils vont faire un contrat avec eux, qui vont acheter tous les droits et qui vont les distribuer essentiellement sur leur plateforme en fait. Il va pas y avoir de sortie au cinéma, ça sera une sortie sur la plateforme HBO essentiellement. D'ailleurs, si on se souvient bien, A24, ils ont toujours une branche de production télévisée qu'ils avaient montée bien avant de commencer à produire des films. Et du coup, c'est là qu'ils vont coproduire la série Euphoria, qui va du coup être ensuite diffusée sur HBO et qui va être un succès énorme. D'ailleurs, je vous conseille vraiment cette série, elle est vraiment incroyable. Et puis, c'est surtout la première pièce artistique marquante qu'ils vont avoir dans cette branche-là de leur société, puisque avant c'était peut-être des bonnes séries, je sais pas, je les ai pas vues, mais en tout cas, elles ont pas fait parler d'elles plus que ça. Alors que là, Euphoria, ça a marché vraiment internationalement. Si on continue dans l'année 2019, ils vont produire des films qui vont plus ou moins faire de bruit, qui vont plus ou moins marcher. Il y avait Death of Dick Long de Daniel Scheinert, Waves de Trey Edward Schultz, qui vont avoir une sortie discrète, surtout le premier. On va avoir The Lighthouse de Robert Eggers, qui va un petit peu surfer sur la vague d'Héréditary, parce que c'est un film qui va être vendu, marketé comme un film d'horreur, plutôt un thriller psychologique un peu étrange. Après le choc entre les trailers et les bandes annonces et le film en lui-même au cinéma, il va être moindre. Les gens vont moins se plaindre de ça, vont moins être surpris parce que quand même on comprend en voyant les bandes annonces que c'est pas un film d'horreur de base entre guillemets. Et puis c'est un film qui va très bien marcher, qui va rapporter 18,2 millions pour un budget de 4 millions. Et puis avec ça, je vais marquer un autre petit point aussi, c'est qu'on voit qu'ils fidélisent vraiment les réalisateurs avec lesquels ils travaillent. C'est souvent les mêmes noms qui reviennent, qui repassent encore et encore dans les films que A24 ont distribués ou ont produits maintenant. On a Yorgos Lanthimos, Noah Baumbach, Ari Aster, Robert Eggers, les frères Safdie. Donc ça prouve aux yeux extérieurs, du public extérieur, que vraiment travailler avec A24, c'est un plaisir, j'imagine, pour ces réalisateurs, puisque beaucoup y reviennent. En fait, ils donnent leur chance à des petits réalisateurs de distribuer leurs films, de produire leurs films. C'est souvent un succès, ça marche bien, c'est une collaboration qui marche bien, donc forcément ces réalisateurs, ils vont avoir envie de retravailler avec A24, puisque c'est eux qui leur ont donné leur chance. Et puis d'ailleurs, en parlant d'Ari Aster, le marketing autour de son deuxième film, je trouve qu'il était vraiment bien foutu, que A24 a vraiment fait un beau travail, puisqu'on sait que c'est un film qui a été vraiment très très attendu après le succès d'Hérédité. Le premier poster qui est sorti, ça annonçait déjà la couleur, je trouve, du film. Et puis ensuite, ils ont enchaîné sur une fausse publicité dans l'univers du film, où ça vend un espèce de jouet d'ours en cage, ce qui évoque rien avant d'avoir vu le film. Moi, je me souviens que j'avais vu cette publicité, j'avais pas du tout compris. Je me disais, forcément, ça allait avoir un rapport avec le film, mais ça m'avait pas évoqué grand chose. Et en fait, une fois que t'as vu le film, cette publicité, vu que c'est un jouet pour enfants, elle devient vraiment horrible. Quand tu reviens dessus, quand t'as la référence, et je trouve que c'est vraiment bien foutu, du coup c'est vraiment amusant. Puis en plus tu peux acheter ce jouet si t'as envie de l'avoir chez toi. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est que A24 ils font de la merch, bien sûr, à leur effigie, des t-shirts tout simples avec marqué A24, rien de bien intéressant, mais ils vont aussi se lancer dans de la merch un peu plus spécifique à chaque film qu'ils ont distribué ou produit, et ça a vraiment du succès parce que presque tout le temps out of stock. Et puis c'est une autre façon, je trouve, pour A24 de fidéliser sa fanbase en leur apportant des items assez originaux à l'effigie de leurs films préférés. Moi je trouve ça bien qu'ils fassent ça, parce que ça te permet, si toi t'as vraiment aimé leur film, d'avoir un truc un peu original chez toi qui te rappelle ce film, sans payer non plus des milliers et des cents, parce que c'est souvent assez cher malheureusement, le merch autour d'un film quoi, quand c'est de la bonne qualité. Et là je trouve que ça va, au niveau de leur prix ils sont assez raisonnables. Donc voilà, c'est un petit truc qu'ils ont, que tu retrouves encore une fois
pas vraiment chez d'autres sociétés de distribution ou de production, de vraiment avoir de la merch en rapport avec les films assez original, quoi, pas juste un poster de l'affiche et c'est tout, basta, on n'en reparle plus, quoi. Et du coup, pour revenir à Midsommar, les distributeurs étrangers, ils vont vraiment s'arracher les droits de distribution du film parce qu'ils savent que c'est un film qui va vraiment très très bien marcher. Il avait marché extrêmement bien internationalement la dernière fois, pourquoi est-ce que cette fois-là ça marcherait pas? Et du coup, bah, sans surprise, le film est un succès, un tout petit peu moins qu'Hereditary, mais je pense que c'est parce qu'il est encore plus spécial, plus étrange que Hereditary, qui était plus un film d'horreur. Voilà, il y avait quand même plus de codes d'horreur qu'on connaissait, alors que là, bah, c'est un film qui se passe de jour, dans une espèce de secte, c'est plus quelque chose de psychologique, c'est vraiment dérangeant, mais c'est vraiment bien. Et du coup, bah voilà, la fanbase d'N24, la fanbase d'Ari Aster, ils vont se ruer sur ce film, et ils vont être présents. La campagne de marketing, l'esthétisme du film, ça a aussi fait des curieux, je pense. Des gens qui étaient pas forcément des grandes fans de films d'horreur, ils ont eu envie d'aller le voir. Et du coup, voilà, il a rapporté 47 millions pour un budget de 9 millions. Et puis pour finir sur l'année 2019, ils vont produire le dernier film des frères Safdie, donc voilà, hein, qui reviennent encore travailler avec A24, avec un des budgets les plus élevés pour un film d'A24. Ici, le film il a coûté 19 millions de dollars. Pour la première fois, ils vont vendre les droits de distribution à Netflix pour la plateforme, mais pourtant le film va aussi être distribué au cinéma, donc ça va être une joint distribution aussi, comme ce qu'ils ont avec DirecTV, sauf que là c'est un one shot juste pour une fois, juste pour ce film. Voilà, il va être distribué et au cinéma et sur la plateforme, et ça va être un gros succès, voilà, 50 millions au box-office, sans parler j'imagine de la recette sur Netflix. Donc voilà pour l'année 2019, et puis bah du coup on va passer à l'année 2020 où il y a vraiment moins de choses à dire, vous en doutez. Pour l'année 2020, on peut pas trop parler de la partie distribution d'A24 tout simplement parce qu'il y a eu une pandémie mondiale et que toutes les salles ont fermé partout dans le monde, donc à partir de ce moment-là, distribuer un film en salle, ça devient compliqué, quoi. Par exemple, il y a des films comme First Co de Kelly Reichardt qui a vu sa date de distribution être repoussée, sa date de sortie pardon, être repoussée encore et au final le film est sorti presque exclusivement sur DirecTV puisque les salles ne rouvraient pas. Il y a aussi Boy State qui est sorti pour Apple TV de Jesse Moss qui devait sortir en salle mais qui est sorti que sur Apple TV. On the Rocks, pareil, devait avoir une sortie en salle. Je crois qu'elle en a eu une petite cet été aux États-Unis quand les salles ont un peu réouvert. Mais au final, elle est surtout sortie, le film de Sofia Coppola, il est sorti surtout sur Apple TV. Et puis pas grand chose d'autre au final cette année. Il y a des campagnes marketing qui ont été mises en place, qui ont été lancées. Mais beaucoup des films qui devaient sortir en salle ont été repoussés. On a Zola, The Green Knight, Minari, Sainte Maud. Voilà, c'est des films qui sont repoussés dans l'espoir de les voir sortir en salle quand même. La campagne marketing par exemple de Minari et de The Green Knight, elle a été lancée. Je crois que Minari est déjà sorti sur les plateformes, aux États-Unis en tout cas. Je sais pas si on peut le voir en France pour l'instant. The Green Knight, je sais qu'il sort cette année, là en 2021. Je sais pas quand non plus exactement. Je sais qu'il y a déjà de la merch qui est sortie autour de lui. Je sais qu'il y a un jeu de société qui est sorti autour de ce film, mais il est pas encore sorti en salle. Enfin, pas encore sorti du coup. Et je pense que c'est des films qui vont sortir... Minari, en tout cas, je crois qu'il est sorti directement sur des plateformes de streaming, qu'il a pas eu de vie au cinéma, malheureusement. The Green Knight, je pense que ça va être la même chose. Enfin, dans tous les cas, tous les films qui sont annoncés pour 2021, ils ont l'air vraiment très cool et moi ça me donne vraiment envie de les voir, donc peu importe sur quelle plateforme ils sortent, je pense que je vais aller les regarder. Mais voilà, du coup, l'année 2020, il y a pas grand chose d'autre à dire, c'est assez triste malheureusement. Après, c'est des films qui, à ce que j'ai compris, même s'ils sont sortis que sur les plateformes, ont quand même bien marché, puisque de toute façon, t'as pas d'autre choix que de les regarder sur ces plateformes, vu que les salles de cinéma sont fermées. Donc si tu veux voir le film, tu le regardes sur la plateforme, tu payes le prix pour le voir. Donc même si c'est très compliqué pour le milieu du cinéma, c'est des films qui ont pu avoir une petite vie quand même. Du coup, en conclusion, pour revenir faire une petite synthèse là de tout ce qui a été dit dans cette vidéo qui j'espère n'était pas trop longue, on peut voir que A24 ils ont vraiment réussi à avoir une image de marque, une patte, dans les films qu'ils distribuent, dans les films qu'ils produisent. Voilà, une image de marque de plus en plus précise. On sait que le scénario va avoir une place importante. Il faut que ça soit un scénario original, que ça soit pas quelque chose de déjà vu, ou alors que ça soit traité d'une manière originale, parce que bon, en soi, quand on pense à Lady Bird, un film de coming of age, c'est du déjà vu, mais il a été réalisé, le scénario est traité d'une telle façon, l'esthétisme est tel que voilà, tu sens que c'est un film A24. Et je trouve qu'ils ont réussi assez étonnamment d'avoir une espèce d'ambiance de famille dans cette société. Voilà, je trouve que c'est pas qu'une société de distribution, pas que d'une société
de production, cette espèce d'ambiance de famille qui s'est formée autour de la boîte. Je pense que c'est aussi parce qu'ils ont un marketing qui est vraiment très tourné vers les réseaux sociaux, ils sont très proches de leur fanbase, ils interagissent régulièrement avec eux, ils balancent pas juste une bande-annonce, 3-4 posters et puis basta, tu vas voir le film, tu vas pas le voir, c'est ton problème. Eux, ils retweetent des mèmes qui sont faits autour de leur film par exemple, ils vont répondre à des gens qui ont des questions, ils vont être assez proches, je trouve, de leur fanbase, qui est bien, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ça les rend plus accessibles, puis aussi cette ambiance de famille, je pense que c'est le fait de voir plusieurs réalisateurs revenir retravailler avec eux encore et encore, ce qui montre que c'est plaisant de travailler avec eux. D'ailleurs, moi j'ai écouté pas mal de fois le podcast que A24 a fait, que je vous conseille d'aller écouter. Enfin, c'est un podcast qui est produit par A24. Après, ils invitent notamment souvent des réalisateurs, des acteurs avec lesquels ils ont travaillé sur leurs films, et qui s'appelle The A24 Podcast. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'avais écouté celui de Ari Aster et de Robert Eggers, qui sont amis d'ailleurs dans la vraie vie, et qui parlaient en fait du fait, qui ont un petit peu parlé du fait de travailler avec A24 et qui disent que c'est une bonne expérience, donc forcément ça donne une bonne image à cette société. Puis le fait qu'ils aient du merch qui est vraiment plus ciblé, plus travaillé, certes voilà c'est fait pour vendre, hein, on va pas se mentir, mais je trouve ça cool aussi qu'une société de production, de distribution prenne du temps à créer des merch un peu plus sympas. Donc voilà, donc A24 ils ont réussi à fidéliser et leurs spectateurs, et leurs réalisateurs, leurs cinéastes, et voilà ça donne envie de voir ce qu'ils vont continuer de produire, ce qu'ils vont continuer de distribuer plus tard, même si là c'est un peu une période un petit peu compliquée. Il y a quand même des films qui sont au programme, il y a des nouveaux films annoncés. Moi j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir leurs films qui vont sortir cette année, et j'ai aussi très envie de regarder ce qu'ils ont déjà sorti, ce qu'ils ont déjà distribué et que je n'ai pas vu. En tout cas voilà, j'ai fini, j'espère que c'est une vidéo qui a pas été trop longue, qui vous a appris des choses surtout parce que c'est ça le plus important. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si, je sais pas, j'ai oublié des trucs, si vous avez des choses à dire sur A24, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette société de distribution, de production. Est-ce qu'il y a des films que vous avez envie de voir, du marketing qu'ils ont fait qui vous ont plu, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Je referai peut-être le même genre de vidéo pour Neon, pour Annapurna Pictures, mais je suis pas encore sûre parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de choses sur ces deux autres sociétés de distribution. Donc à voir. Je sais pas si je vais sortir souvent des vidéos comme ça. C'était peut-être juste un one shot. Abonnez-vous si vous en avez envie. Vous pouvez laisser un pouce bleu si vous en avez envie. Vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter n'importe quoi sur le thème de la vidéo. C'est quand même plus intéressant. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois peut-être.